Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, vice-président du Rassemblement national. Deuxième semaine de grève, Noël approche. Est-ce que les grévistes doivent maintenant cesser leur mouvement et observer une trêve pour Noël? Oui, je le pense. Nous avons soutenu cette grande mobilisation du 5 décembre. Nous sommes, nous le disons et nous continuerons de l'être, des adversaires de cette réforme que nous considérons être une régression sociale. Maintenant, il ne faut pas que les Français aient la double peine. Il y a deux chemins de contestation qui s'ouvrent désormais. Celui de la CGT qui consiste à dire on bloque y compris à Noël et on ne fera pas de trêve. CGT Sud, Force ouvrière, voilà, sauf si le gouvernement retire sa réforme. Ce qui veut dire que c'est la double peine pour les Français qui, à la fois, subissent la réforme et en plus ne pourront pas se déplacer, aller voir leur famille à Noël. Soit il y a un chemin qui me semble être un peu plus raisonnable qui est celui de la CFDT qui consiste à dire nous manifesterons, nous marcherons la semaine prochaine, le 17 notamment. Sans pour autant bloquer. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une trêve oui, mais à trêve Noël. Comment? Est-ce que le gouvernement, vous appelez le gouvernement à retirer sa réforme? Non, je dis que Noël, c'est qui plus est en ces temps difficiles pour nos compatriotes, un moment où on se retrouve en famille. On est d'accord, mais comment faire? Et un moment où les syndicats disent les Français disent, doivent pouvoir se déplacer. Je dis, et on reprendra en janvier. Je dis, comment faire? Je dis, continuons la mobilisation. Marchons dans les rues, manifestons, mais ne bloquons pas nos compatriotes pendant les fêtes de Noël. Donc, je respecte mardi parfaitement. Et mercredi matin. Je respecte. Non, que les choses soient claires. On marche mardi, vous marchez mardi, et mercredi matin, on stoppe la grève. Je demande à la CGT, nous demandons à la CGT de faire cette trêve pour les fêtes de Noël parce qu'il ne faut pas que nos compatriotes aient cette double peine. Ils sont déjà, si vous voulez, je crois, assez inquiétés par cette réforme dont on ne comprend pas grand-chose, sinon qu'on va devoir travailler moins pour gagner plus. Et nous n'avons pas envie qu'ils se retrouvent bloqués alors qu'ils ont probablement déjà pris des engagements, qu'ils se sont déjà organisés, qu'ils doivent déjà faire face à une loterie des prix qui est devenue insupportable pendant les périodes de Noël. Et nous souhaitons effectivement cette trêve, mais nous combattons cette réforme, nous continuerons à la combattre. Et en tout cas, si Marine Le Pen est élue présidente de la République en 2022, elle abrogera cette réforme. Alors, je vais y revenir. Est-ce que vous appelez ce matin le gouvernement à retirer cette réforme? Oui. Nous demandons ce matin officiellement au gouvernement de retirer cette réforme. Comme la CGT. Parce que cette réforme n'est pas utile. Elle n'est pas utile et elle est basée sur un mensonge. On cherche à faire croire depuis des semaines aux Français que notre système de retraite est en faillite. C'est faux. Le rapport du Conseil à l'orientation des retraites nous dit que la part de dépenses des retraites, c'est à peu près entre 13 et 15% du PIB. Ça sera stable en 2025, en 2030 et même en 2050. Là où il peut y avoir un problème, c'est un problème de recettes, un problème de cotisants. Et pour cause, nous avons 6 millions de chômeurs dans notre pays. De l'argent pour sauver un éventuel déficit du système de retraite, nous en avons. Je pense que vous avez vu comme moi ce fonds dont on a beaucoup parlé, qui est la caisse d'amortissement de la dette de la sécurité sociale. Je vais expliquer en quelques mots ce que c'est. Depuis 1996, les Français, dans leurs cotisations, c'est une petite partie de la CSG et la CRDS, alimentent chaque mois une caisse qui permet de sauver le déficit de la Sécu. Ce déficit de la sécurité sociale, il arrivera à terme en 2024 et il arrivera à l'équilibre en 2024. Nous dirons en 2024, parce que nous allons avoir à faire face à 24 milliards d'euros, une manne historique qu'aucun dirigeant politique n'aura eu à gérer. Nous disons aux Français, nous passons un contrat avec vous. Et si vous continuez de cotiser sur cette toute petite partie de la CSG et de la CRDS, comme c'est le cas depuis 1996, alors il n'y aura aucun problème sur le financement du système de retraite et nous pourrons, avec cet argent, chaque année, financer les retraites sans problème, sans difficulté. Et je crois que le gouvernement a menti aux Français, il a menti sur la réforme, il a menti en trahissant sa promesse de campagne. Emmanuel Macron nous a dit pendant l'élection présidentielle, je ne décalerai pas l'âge de départ à la retraite. Or aujourd'hui, avec cette réforme, soit vous partez à 64 ans, soit vous n'aurez pas une retraite à taux plein. Et encore, vous avez vu comme moi dans le rapport de Levoy, que c'est pour l'instant 64 ans. Oui, ça, et que ça pourra aller beaucoup plus haut en fonction de l'augmentation de l'espérance de vie. Ça, c'est le rapport de Levoy qui est mis de côté. Maintenant, c'est terminé, puisqu'il y a eu une proposition de Levoy d'ailleurs qui, entre nous, a perdu toute crédibilité. Du Premier ministre. Pardon, Monsieur Bourdin, mais Monsieur Delevoye
jours, on nous a expliqué moi je trouve ça délirant. On nous a expliqué il y a quelques jours que Monsieur Delevoye, qui est ministre, qui n'a, selon la Constitution, pas le droit d'occuper une activité professionnelle, a d'abord été membre d'un think tank qui est proche des assurances, qui est proche du milieu des assurances, qui va bénéficier de cette réforme des retraites. Il a été pris la main dans le sac. Il a dit je démissionne, non pas du gouvernement, mais de ce groupe d'influence. Ensuite, on a appris qu'il a été payé, en contradiction avec la Constitution française. Et il nous dit je vais rembourser l'argent. Mais moi je trouve ça, mais évidemment, mais ce qu'il a fait est en contradiction, non pas avec il doit démissionner non pas avec avant la loi, d'être condamné. non pas avec le code. Mais il avoue l'erreur puisqu'il a dit je vais rembourser. Bon, il se trouve que ce qu'il a fait est interdit. Et je pense que le minimum qu'on doit aux Français, qui plus est sur un dossier extrêmement sensible, c'est la transparence. Donc le bon sens populaire voudrait qu'il rende sa casquette et qu'il rende son titre de haut commissaire. Décidément, nous n'aurons bientôt plus de responsables politiques dans ce pays. Non, mais je veux dire, pardon, mais qui dit tout le monde est mis en examen. Non, mais monsieur Bourdin, mais il y a une différence entre pas Jean-Paul Delevoye. Il y a une différence entre être mis en examen et avoir été payé pendant qu'on était mis, alors que c'est interdit. Ça me semble être du bon sens populaire. Bon, je reviendrai sur vos propositions. Très Effectivement, c'est intéressant, mais ce qui m'intéresse, c'est votre position, parce que je comprends pas très bien. Vous appelez à la mobilisation. Oui. Mardi 17. Oui. Vous appelez à la manifestation, on est bien d'accord. Et on dit. Et vous irez manifester. Non, à titre personnel, je considère que notre rôle, comme à la fois président du Rassemblement national pour Marine Le Pen, comme vice-président du mouvement, comme je le suis, c'est d'apporter des réponses politiques à ce qu'on vit. Mais nos électeurs, nos militants, nos adhérents auront la liberté d'y participer, évidemment. Bon, évidemment. Donc la liberté, vous appelez à manifester et que les choses soient claires. Oui. Et vous appelez à cesser la grève le lendemain matin. Quoi. Oui, parce que encore une fois. On est à quelques jours des fêtes de Noël et moi, je sens ce climat un petit peu délétère en ce moment. Et j'ai l'impression que cette réforme, elle n'était pas utile à quelques jours des fêtes de Noël, où les Français qui se lèvent le matin se demandent déjà s'ils vont réussir à boucler les fins de mois, parce que ils ont vu augmenter ce mois-ci la facture du gaz, ils vont voir le mois prochain augmenter la facture de l'électricité, ils voient tout un tas de réformes très brutales sur le plan social se mettre en place. Ce mouvement des Gilets jaunes, il a commencé il y a 1 an contre les taxes sur le carburant. Or, on apprend ce mois-ci que le carburant a encore augmenté à la fois sur l'essence et sur le gasoil. Il avait diminué, il augmente, ça dépend de mois il est plus haut en tout cas que l'an dernier. Et je dis qu'on est dans un climat un petit peu particulier où le gouvernement... C'est pas la responsabilité du gouvernement aussi le gaz, oui. L'électricité, les taxes sur l'essence, évidemment que c'est de la responsabilité. Il faut baisser la TVA. Mais évidemment, il faut baisser la TVA. On est dans le pays de l'OCDE, c'est-à-dire dans les pays les plus développés, où nous sommes les champions du monde de l'imposition. Nous sommes le pays qui prend le plus aux Français en termes de prélèvements obligatoires. Nous sommes les champions du monde des impôts, champions du monde de la redistribution sociale, champions du monde. On est champions du monde en tout. Est-ce qu'on peut laisser les Français vivre de leur travail? Est-ce qu'on peut? Parce que si vous voulez, les Français accepteraient de payer beaucoup d'impôts s'ils avaient un service public qui était irréprochable. Or, quand ils se lèvent le matin, ils se disent qu'en termes de sécurité, ça ne va pas. Ils se disent que lorsqu'ils doivent aller dans l'hôpital, eh bien, parfois, certains se font soigner dans les couloirs des hôpitaux. Et donc, non, ça ne va pas. Et moi, je viens leur dire, avec d'autres choix politiques, plus d'argent pour le service public. Autrement. Plus d'argent pour le service public. Non, mais il faut utiliser de manière plus efficiente l'argent public. Il faut arrêter de le mettre dans certaines dépenses que je considère comme nocives pour les dépenses de l'État. Vous avez vu ce rapport, 45 milliards sur la fraude sociale, par exemple, et le mettre là où on en a besoin, dans la proximité, dans tous ces territoires aujourd'hui où il n'y a plus rien. On pourrait faire de l'incitation fiscale pour y remettre de la vie et pour désaturer des métropoles. Des bonnes choses à faire pour le pays, il y en a, et c'est en tout cas ce que nous allons présenter aux Français pendant cette campagne municipale. Vous êtes opposé au système universel à point, on est bien d'accord, alors que certains syndicats, vous êtes opposés. Oui, on y est opposé. Alors que certains Parce que ça consiste à faire baisser le montant de la retraite. Monsieur Fillon le dit lui-même d'ailleurs. Non, mais oui, c'est bien. Monsieur Fillon le dit lui-même. Ça a été mis en place en Suède. Vous êtes opposé. Et là-bas, les gens ont perdu en termes de niveau de retraite. Oui, ça n'a rien à voir, parce que la Suède ne garantit pas la valeur du point. Ça n'a rien à voir. Mais en France les non comparaisons. Plus. Ah si, dans la loi. Ah non. Dans la loi, apparemment. Ah, mais écoutez, moi j'ai entendu j'ai écouté attentivement le Premier ministre. Il dit que le point sera garanti pour les points acquis. Il ne dit pas qu'à l'avenir, la valeur du point sera garantie éternellement. Sur l'inflation. Or, vous savez que la loi... Sur l'inflation. Or, vous savez que la loi est faite pour être changée. Garantie dans la loi, revalorisation en fonction de l'inflation, de la hausse des prix. À la fois par les partenaires sociaux et l'Assemblée nationale. Ça me paraît logique, par le Parlement. À la fois par des partenaires sociaux... Est-ce que ça vous paraît logique que les partenaires sociaux et le Parlement...
non. gère la valeur du point. Absolument non, pourquoi pas. Parce que les syndicats représentent 8% des salariés français, c'est-à-dire plus personne, et que l'Assemblée nationale où Mélenchon et le Rassemblement national ont à peine 30 députés sur 577, non, je ne crois pas que ces institutions soient représentatives. Mais d'ici là, il y aura de nouvelles élections. Peut-être, mais faut-il élire à la proportionnelle. Non, juste, si je peux me permettre sur la retraite. Moi, je pense que la retraite, c'est la récompense de toute une vie. Et j'ai pas la vision que Emmanuel Macron de l'homme, qui considère que l'homme, c'est à la fois un outil de production, un outil de consommation. Je considère que à un moment donné, quand on a passé une partie de sa vie à travailler, on a le droit de se retirer, de se reposer dans la tranquillité, de passer du temps avec sa famille. Vous savez qu'on défend 40 annuités pleines avec 60 ans d'âge départ. 60 ans, je vous donne un exemple. Moi, ma grand-mère, elle est partie à la retraite à 60 ans quand j'avais 6 ans. Et il se trouve qu'elle a passé une bonne partie de ma scolarité, où j'étais dans le primaire, à s'occuper de moi, à venir me chercher à l'école, à m'y redéposer le lendemain matin. Et je suis très content d'avoir pu passer ce temps auprès d'elle. Et je me dis que si elle était partie à 65 ou à 67 ans, je n'aurais pas pu profiter d'elle de cette manière. Quel était le montant de sa retraite? Je ne sais pas, mais très faible. En tout cas, inférieur à 1 000 euros. Inférieur à 1 000 euros. Comme beaucoup de retraités aujourd'hui. Jordan Bardella. Vous dites que le système est formidable, mais elle avait une retraite inférieure à 1 000 euros. Je ne dis pas que le système est formidable. Vous savez, je voulais vous poser une question. Vous me dites, cette réforme, ce sera gagner moins et payer plus. J'ai bien compris. Hein. Ça sera travailler plus et gagner moins, tout à fait. Oui. Bon, combien vous allez toucher à la retraite, vous? Mais je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne sais pas, et personne n'est capable de le dire. Avec le système actuel, vous le savez? Je ne sais pas, et personne n'est capable de le dire. Vous ne le savez pas. En tout cas, je sais que ma génération... Vous êtes inquiet pour votre retraite si vous ne le savez pas. Est-ce qu'il y a un Français, ce que je ne comprends pas, c'est vous dites, on ne sait pas ce que donnera cette réforme, mais vous ne savez même pas ce que vous donne le système actuel. Mais vous savez pourquoi? Jordan Bardella, pourquoi? Je vais vous le dire. J'imagine que parmi tous les gens qui vous appellent le matin au standard, Monsieur Bourdin, pas un n'est capable de vous dire quel va être le montant de sa retraite. Et surtout, à quel âge il va partir à la retraite. Ensuite, pardon, mais il ne faut pas avoir fait de grandes écoles pour comprendre qu'aujourd'hui, la retraite est calculée sur les 25 meilleures années lorsque vous êtes salarié du privé, qu'elle est calculée sur les 6 derniers mois lorsque vous êtes fonctionnaire, et lorsque Emmanuel Macron va faire voter sa réforme, la retraite va être calculée sur l'intégralité de la carrière, y compris sur vos moins bonnes années. Mais je ne comprends pas, avec ce système, comment est-ce que votre retraite va pouvoir être supérieure au système actuel? Va falloir m'expliquer. Bien, mais avec un système à points, vous serez au courant en permanence et de la valeur du point et de ce que vous toucherez lorsque vous cesserez votre activité. Comment mais non? Pourquoi? Comment mais non? Parce que vous parliez vous verrez l'accumulation de points, vous verrez votre retraite, vous connaîtrez, vous saurez où vous en êtes en permanence. Écoutez, moi j'ai entendu que sur une partie de la génération aujourd'hui, 70% de la retraite va être calculée selon l'ancien modèle et 30% de la retraite selon le nouveau modèle. Le système actuel est très bon. Non, je dis que le système oui, je pense que le système actuel de retraite par répartition... Avec des retraites à 400-500 euros pour des agriculteurs pour des personnes qui ont des retraites du travail haché, avec des contrats très courts. Mais bien sûr, mais en prenant l'intégralité de la carrière en compte, on va renforcer cette précarité. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est pas la durée de cotisation, la durée du temps de travail, c'est le niveau de la retraite. C'est l'argent qu'on a une fois qu'on est à la retraite. Et quand je vois peser tout un tas de dépenses contraintes qui explosent objectivement, l'électricité, le gaz, le gel des pensions de retraite comme l'a fait le gouvernement, je pense que la priorité aujourd'hui devrait être comment on vit aujourd'hui dans notre pays quand on est retraité. Indexé sur le coût de la vie, ça permettra justement de ne plus geler le montant des pensions, non? Bon, mais comment vous le savez? Pardon, mais comment je le sais? Parce que j'ai écouté, j'ai entendu. Mais est-ce que vous avez lu comme moi, vous êtes journaliste, Monsieur Bourdin, vous avez lu comme moi cet article du Canard enchaîné où on nous explique que Monsieur Delevoye demande aux députés de faire voter une loi dont on connaîtra les effets en 2024. En 2024. Tous les articles du Monde. Il y a eu la présentation d'une réforme. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je ne défends pas la réforme. Je m'en tiens au texte présenté. Je ne vais pas chercher un article ici ou là pour argumenter. Vous êtes bien naïf, Monsieur Bourdin. Vous êtes bien naïf, Monsieur Bourdin. Tous les rapports qui sortent. Réaliste, mais je me moque des rapports. Ah bon? Ce qui m'intéresse, c'est le concret, Jordan Bardella. Le concret. Vous ne savez pas, ni moi d'ailleurs, à quelle sauce nous serons
manger, Donc, si je puis dire. vous vous Et moquez. vous ne savez pas non plus aujourd'hui quel sera le montant de votre propre retraite. Donc il va mais bien c'est très falloir inquiétant. réformer. Ah bah C'est oui, très inquiétant. C'est très inquiétant. Donc il faut réformer d'une manière ou d'une autre. Donc Alors vous proposez 60 ans. On est bien d'accord? Oui. Âge de départ à 60 ans. Non, 40 annuités pleines avec un âge légal à 60 ans. Mais attendez, monsieur Bourdin, juste une question. Vous dites on va créer 1 million d'emplois. On dirait le MEDEF, hein. On va créer 1 million d'emplois. Comment faites-vous? Vous vous moquez du rapport. Je vais vous répondre. Mais vous vous moquez du rapport de l'Institut de la protection sociale qui nous explique qu'une femme, avec cette réforme de retraite, va perdre jusqu'à 19%. À travers les rapports. Ah ben, il faut lire la presse, il faut lire les rapports parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui sortent. Et vos confrères ont travaillé. Vos confrères. Ben, vous voyez, je rends hommage à votre profession. Vos confrères ont travaillé sur la réforme et honnêtement, ça donne pas vraiment envie. Bon. Maintenant, comment faites-vous? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Je crois que dans un modèle où ceux qui travaillent financent la retraite de ceux qui ne travaillent pas, le problème c'est évidemment le chômage de masse dans notre pays. Et on ne peut pas dire que nous avons un problème avec les retraites si on ne prend pas en compte les 6 millions de chômeurs que nous avons. Moi j'ai entendu l'économiste Jacques Sapir, alors là je cite pas un journaliste mais un économiste, nous expliquer que on passe d'un rapport à un économiste. En baissant, oui, je source mes informations, ça c'est une règle numéro 1 du journalisme. Qu'en baissant... Ça me fait plaisir que vous me donniez des leçons de journalisme en permanence sur Don Bardella. Qu'en baissant... Heureusement que je ne donne pas de leçons de politique. J'essaie d'être réaliste, de me renseigner un peu sur ce qui se dit à la fois à droite et à gauche. 1 million d'emplois comment? 2 points de PIB en moins, ça résoudrait sans difficulté les quelques milliards de déficit que nous allons avoir dans les retraites d'ici 2030. Pour relancer l'emploi dans notre pays, d'abord il faut tourner le dos à ce modèle qui est basé sur le libre-échange. Parce que on peut pas, si vous voulez... on peut pas demander... Économie dirigée. Vous savez que je siège au Parlement européen et je me dis qu'on peut pas demander à notre économie et à nos agriculteurs, par exemple, d'être productifs, à nos TPE, à nos PME, quand en même temps on va négocier des traités de libre-échange, c'est-à-dire on va supprimer des barrières douanières, supprimer des barrières protectionnistes, et qu'on met en concurrence notre économie avec des économies canadiennes, brésiliennes, où là-bas les productions, en matière bovine par exemple, je parlais des agriculteurs, valent 30 ou 40% de moins, ça n'est pas possible. Premièrement. Et deuxièmement, il faut baisser la fiscalité. Parce que on peut pas demander à la fois aux TPE, PME de produire, de remplir les carnets de commandes. On est bien d'accord. En même temps, on baisse les cotisations. Il faut faire des efforts sur la fiscalité, effectivement. Si j'ai bien compris, on baisse les cotisations des entreprises, par exemple. Mais oui, il n'est pas normal qu'une TPE-PME soit taxée entre 30 et 35% et qu'une multinationale paye à peine 10% d'impôts. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, on est les champions du monde de l'impôt et des prélèvements obligatoires. Alors, je dis qu'il faut à la fois tourner le dos au libre-échange, instaurer les protections nécessaires en matière économique et surtout baisser massivement la fiscalité sur les TPE-PME qui, à 97% des cas, sont les premiers créateurs d'emplois dans le pays. Baisse cette fiscalité. Bien, alors on baisse... Mais de manière dérisoire. J'ai bien compris, on baisse les recettes. On crée 1 million d'emplois, on donne la retraite à 60 ans. Vous êtes formidable. C'est magique. Mais vous êtes un magicien. Je crois vous avoir Vous êtes un magicien. Non, monsieur, je suis pragmatique parce que les 24 milliards que nous allons avoir à gérer à compter de 2024, avec ce fameux fonds de la sécurité sociale qui arrivera à l'équilibre. Vous savez, 24 milliards, le déficit des retraites en 2024, on estime que ça sera 18 milliards. Bon, avec l'économie que je viens de vous trouver, il resterait même 6 milliards qu'on pourrait mettre par exemple dans la dépendance et dans le vieillissement de la population. Donc je dis que des mesures de bon sens à prendre, il y en a, mais il faut arrêter ce catastrophisme qui consiste à dire c'est terminé. Le système des retraites est en faillite et vous allez devoir travailler. Moi, je suis pas Emmanuel Macron. Je considère pas que l'homme soit l'homo economicus jusqu'à 90 ans et qu'il faille mourir de fatigue au travail. Voilà. Je considère que effectivement, à partir de 40 annuités pleines et avec un âge de départ légal à 60 ans, en prenant en compte la pénibilité d'un certain nombre de professions, les policiers, les militaires, les marins-pêcheurs, eh bien, on doit pouvoir partir plus tôt et à un moment donné, c'est vrai, se consacrer peut-être au peu de patrimoine qu'on a su acquérir peu ou plus important durant sa carrière. Durant ces dures années de travail, se reposer et profiter de sa famille. C'est aussi la proposition de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, 60 ans. Vous avez exactement les mêmes propositions. Vous rejoignez, mais je le sais. Mais c'est pas qu'on se rejoint, c'est que nous sommes tous les deux effectivement des adversaires farouches de cette réforme des retraites. Mais comme une grande partie des Français, 61% des Français n'ont pas été convaincus par cette réforme et par les annonces d'Édouard Philippe. Eh bien, nous faisons partie de ces 61% de Français.
J'ai une dernière question sur la Grande-Bretagne. Oui. Victoire de Boris Johnson, victoire du Brexit. Est-ce que vous demandez aujourd'hui un Frexit? Est-ce que vous demandez à ce qu'on réfléchisse à la sortie de l'Union européenne? Nous, avec les institutions européennes, on a évolué et on souhaite aujourd'hui, je dirais, tout changer sans rien détruire. Je considère que nous devons aujourd'hui aller devant les institutions européennes et récupérer un peu le volant de la voiture et récupérer nos leviers de souveraineté essentiels. Aujourd'hui, on décide plus de la politique migratoire, on est soumis aux quotas qui sont imposés par Bruxelles. On décide plus de nos accords économiques, on ne peut pas faire du patriotisme économique. Je parlais tout à l'heure des agriculteurs. Si, par exemple, dans la restauration de nos enfants, des collèges, des cantines, des lycées, on veut donner un avantage très clair et une priorité à nos produits locaux, régionaux, à nos agriculteurs et à l'économie française, c'est interdit par la réglementation européenne. Et aujourd'hui, les collectivités sont obligées d'utiliser, de contourner la loi pour essayer d'appliquer ce type de principe. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué d'être souverain, d'avoir une politique qui permette de relancer l'économie française en étant soumis au dogme de l'Union européenne. Donc je suis très heureux que les Britanniques souhaitent reprendre leur liberté et nous leur disons en votant pour Marine Le Pen en 2022. Non, est-ce que les Français doivent reprendre leur liberté? Oui, en votant pour Marine Le Pen en 2022. Et nous irons devant les institutions européennes. Qui sera candidate qui sera candidate. Et en 2022. Nous irons devant les institutions européennes en leur disant que nous souhaitons aujourd'hui rendre aux Français, au peuple français, le pouvoir. Non, avoir une autre forme de coopération européenne qui a marché par le passé. Pourquoi aujourd'hui l'Europe est en train de tout nous faire rater? L'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, la question environnementale. L'Europe nous fait passer à côté de tout ce qui fonctionne ailleurs. Et nous venons dire aux Français, en ayant une coopération européenne qui soit basée sur des projets. C'est ce qu'on a fait par le passé avec Ariane et Airbus. On pourra faire de l'Europe la première puissance continentale au XXIe siècle. Jordan Bardella, notre invité ce matin, 8h54. Merci beaucoup. RMC et BFM TV.